Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial, puisqu'on va pas parler vraiment du côté technique de Bitcoin comme on a déjà pu le faire lors de nos précédentes vidéos YouTube. On va plutôt se focaliser sur Bitcoin comme étant un moyen de protestation, comme étant une alternative finalement au système qu'on connaît aujourd'hui et un moyen de se protéger contre l'inflation, puisque finalement c'est en ça que Bitcoin prend tout son sens. On a déjà fait de nombreuses vidéos à ce sujet-là et un article qui finalement traduit pas mal notre pensée et la vision qu'on a nous de l'écosystème en général qu'on vous a déjà présenté à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, on vous mettra le lien en description de la vidéo qui vous permettra de regarder l'article dans son entièreté de votre côté. On va pas vous faire la lecture de tout l'article parce que vous voyez qu'il est quand même très long. Donc je vais sélectionner les passages que je trouve pertinents et que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. Et puis après, derrière, à vous d'aller le creuser, bien évidemment, comme à chaque fois. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies et commencer à investir leur premier euro dans le secteur des crypto-monnaies, n'hésitez pas à télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Vous le recevrez tout simplement sur votre adresse mail une fois que vous aurez rentré votre adresse mail. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit, donc profitez-en. Donc l'article commence en disant que l'inégalité est à un niveau record, les PDG continuent de se payer de plus en plus tandis que les plus pauvres de la société continuent de recevoir de moins en moins. Les entreprises irresponsables ont passé les 40 dernières années à rechercher les gains à court terme au détriment des contribuables et de l'environnement. Quelle que soit la trésorerie qui leur restait, ils l'ont utilisé pour gonfler artificiellement le cours de leurs actions en rachetant des actions et en enrichissant leurs dirigeants. Et maintenant, ils viennent au gouvernement, plafond en main, pour demander des renflouements financés par les contribuables pour couvrir leur comportement imprudent. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué sur de nombreuses vidéos, et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a de nombreuses entreprises, notamment Air France, Boeing, etc., mais pas que, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisaient finalement l'argent que l'État leur versait pour notamment faire en sorte de développer l'infrastructure, de mieux payer leurs salariés, d'avoir des conditions finalement de travail qui soient plus intéressantes, etc. Et en fait, la plupart de l'argent qui était utilisé était plutôt utilisé non pas pour faire toutes ces choses-là et qui ont des véritables retombées au niveau économique et de richesse pour le pays en lui-même, mais plutôt pour notamment faire ce qu'on appelle du buyback, donc de racheter leurs propres actions, puisque si vous êtes notamment PDG d'une grande entreprise, vous possédez beaucoup d'actions par exemple de chez Boeing et que vous utilisez l'argent que l'État va vous donner notamment pour, je sais pas moi, faire en sorte à ce que votre système de production soit plus performant, pour mieux payer vos salariés, mais que vous ne faites pas ça, que vous achetez plutôt vos actions, en effet vous allez gagner beaucoup plus d'argent en faisant ça qu'en payant mieux notamment vos salariés. Et de toute façon, vous savez que même si vous faites n'importe quoi, vous avez des fautes de gestion importantes, vous n'allez pas couler puisque de toute façon vous êtes too big to fail, un peu comme les banques. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui viennent pleurer au niveau des États souverains pour leur demander de l'argent, puisque de toute façon s'ils font faillite, c'est pas 3 emplois qu'ils perdent, c'est une très grande, des centaines de milliers d'emplois. C'est le cas des entreprises aériennes, c'est le cas des banques pendant la crise de 2008 et ça risque d'arriver encore de manière beaucoup plus importante dans les temps à venir. Et ça, c'est complètement déplorable en fait. De toute façon, il n'y a aucune sanction qui est faite vis-à-vis de tout ça. Et peu importe ce qui se passe, dans tous les cas, on sait que ceux qui auront le plus de pouvoir, c'est ceux de toute façon qui ont l'argent. Et vous n'avez aucun mot à dire vis-à-vis de ça. Donc, comportement que vos impôts doivent désormais subventionner. Peu importe qui a fait les erreurs qui ont mené finalement à la faillite d'une entreprise. En fait, on ne va même pas rechercher ça. On se dit de toute façon, cette entreprise-là, du moment où elle fait faillite, si ça devient le problème, par exemple, d'une banque qui lui a prêté trop d'argent, de toute façon, on ne va pas laisser couler les banques. Donc, on va trouver l'argent là où il faut en trouver. Et la manière la plus simple de le faire, c'est soit d'imprimer, soit également d'en trouver au niveau des impôts. Et généralement, ils font très bien les deux. Donc, les banquiers sont dans la poche du gouvernement, s'assurant qu'il n'y aura pas de réglementation sur leur prochaine ronde de manipulation du marché qui conduira inévitablement à un crack financier. Et pendant tout ce temps, vous essayez simplement de garder la tête hors de l'eau en essayant de payer les prix des produits de tous les jours qui continuent d'augmenter en raison de l'inflation. L'inflation causée par l'impression de la Réserve fédérale de montagnes d'argent à vos frais. Donc ça, la Réserve fédérale, c'est la Fed aux États-Unis. Donc ça, je vous laisserai jeter un coup d'œil un petit peu là-dessus. C'est déjà un sujet qu'on a évoqué à de très nombreuses reprises. Et là, ce qu'il dit ensuite dans la suite de cet article, c'est qu'il dit l'utilisation principale et la plus évidente du Bitcoin comme protestation est contre la monnaie fiduciaire inflationniste utilisée dans le monde entier aujourd'hui. Premièrement, l'inflation en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il a fait partie de toutes les devises utilisées tout au long de l'histoire humaine et est même délibérément programmé
transformés en Bitcoin. Mais les monnaies qui réussissaient étaient toujours celles qui étaient difficiles à reproduire, ce que démontrent le mieux les métaux précieux comme l'or et l'argent. L'inflation a bel et bien eu lieu, mais elle a été naturellement limitée par la difficulté de produire ces métaux par l'exploitation minière, donc par le mining. Mais quand l'argent n'est basé sur rien, quand il est purement fiat, donc basé sur la volonté de ceux qui le contrôlent, la difficulté de production tombe essentiellement à zéro. Et c'est ce qu'on voit clairement aujourd'hui. Et lorsque créer de l'argent est aussi simple que d'appuyer sur un bouton d'un ordinateur, l'inflation devient donc proportionnellement illimitée. Lorsque l'inflation est illimitée, la valeur de chaque unité monétaire va inévitablement se rapprocher de plus en plus de zéro. Et c'est ce que j'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises sur la chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas retrouver dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu énormément de monnaies fiduciaires qui ont été créées, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, et toutes, de toute façon, sont revenues in fine, au bout de très nombreuses années, à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire finalement zéro, du papier, et c'est ce que vous avez aujourd'hui dans votre compte bancaire. C'est soit des 0 et des 1 que vous avez dans votre compte bancaire, puisqu'aujourd'hui on devient de plus en plus dans un monde digitalisé, mais les billets que vous avez chez vous, billets de 10 euros, 20 euros, peu importe, de toute façon ça reste tout simplement du papier. Et il n'y a pas un exemple depuis que l'homme existe où une monnaie fiduciaire a pu finalement perdurer depuis sa création. Toutes finalement à la fin se sont effondrées sur elles-mêmes. Alors certaines qui durent beaucoup plus longtemps que d'autres. Le dollar par exemple, ça fait depuis maintenant un peu plus de 100 ans que ça existe. Mais de toute façon, je ne vois pas en quoi le dollar et l'euro de toute façon feront exception à la règle. Donc là il rentre un petit peu plus dans le détail et il vous montre qu'en effet là ici en jaune vous avez la courbe de l'or et le pouvoir d'achat entre guillemets pour l'or, et on voit que toutes les monnaies fiduciaires, les principales monnaies fiduciaires, que ce soit le yen, l'euro, le Deutschmark, le Reichsmark, le dollar, etc., toutes de toute façon se sont effondrées sur plusieurs dizaines d'années, presque 100 ans, par rapport à l'or, tout simplement. Alors il y en a certaines qui tiennent un peu plus que d'autres. Vous voyez que par exemple le Deutschmark, le Reichsmark, en effet, ça a été une grosse catastrophe, notamment pour le Reichsmark pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit que très rapidement, en 2-3 ans, on a eu complètement une explosion à la baisse en fait de la monnaie. Et aujourd'hui, forcément, elle vaut plus rien. Et c'est là qu'on a vu des phénomènes d'hyperinflation. Le mark, ça a été exactement la même chose, mais après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment des périodes très importantes dans l'histoire que je vous invite vraiment à creuser, puisque de toute façon, c'est des choses qui risquent bien évidemment de se reproduire. Et on voit aujourd'hui qu'avec l'euro, le yen, etc., on voit que ça se répète encore, c'est un cycle qui se répète comme ça inlassablement. Dès que les personnes souhaitent dépenser plus que ce qu'elles ne peuvent se permettre de faire, elles vont faire ce qu'on appelle du deficit spending, donc elles vont créer des dettes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on vit sur une économie tout simplement de dette, on va s'endetter aujourd'hui et puis espérer pouvoir rembourser la dette plus tard, sauf qu'on voit très bien aujourd'hui de toute façon que les États sont beaucoup trop endettés par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre de rembourser. La dette française a dépassé le 100% du PIB français, c'est-à-dire que même la richesse qui est créée en un an en France ne permettra absolument pas de pouvoir rembourser rien que les intérêts de la dette. Donc en fait, de toute façon, on sait très bien que c'est des dettes qui pourront jamais être remboursées, et on voit que de toute façon, ça se termine toujours très mal. On peut pas se permettre d'imprimer de l'argent comme ça ad vitam aeternam sans pour autant se terminer par une perte de confiance totale, purement et simplement de la confiance qu'on a envers le système fiduciaire traditionnel. L'article continue en évoquant un point qui est vraiment intéressant, en parlant finalement du pouvoir, le pouvoir qu'ont aujourd'hui les gouvernements et les États qu'on connaît à l'heure actuelle, le gouvernement français, américain, etc. Et il dit: la loi et par extension le gouvernement ne devrait exister que pour protéger ses droits contre tout préjudice et non pour leur imposer d'autres restrictions. Cette citation va au cœur de la lutte moderne contre la portée excessive du gouvernement. Quel devrait être le domaine du gouvernement et où se termine ce domaine? C'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment du mal à savoir où est-ce qu'on arrête finalement le pouvoir qu'ont nos élites finalement sur nous, sur notre manière de vivre, notre manière de fonctionner et même de réfléchir, et où est-ce que finalement on leur laisse le pouvoir pour pouvoir finalement nous aiguiller sur un avenir qui peut être plus ou moins intéressant pour nous. Et c'est vraiment une question très importante, et
je n'aurai pas la réponse de toute façon aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est intéressant de se la poser dans tous les cas. Là, il dit que de toute façon, le pouvoir aujourd'hui des États provient essentiellement de la taxation que les citoyens ont ouvertement consenti à payer en échange d'un certain ensemble de services. Un gouvernement qui veut adopter une politique coûteuse ne peut presque pas le faire sans la volonté de ses contribuables. Cependant, cette politique devient tellement plus facile à mettre en œuvre avec la possibilité d'imprimer de l'argent et d'imposer une taxe furtive à ses citoyens. Et puisque le but de ceux qui cherchent le pouvoir par le biais des fonctions gouvernementales est principalement d'obtenir plus de pouvoir, cette capacité à dépenser en secret est le plus expédient pour plus de pouvoir et est presque garanti d'être abusé. Et on voit que de toute façon, à chaque fois, lorsque vous donnez plus de pouvoir à quelqu'un, ça finit de toute façon, dans tous les cas, par être abusé, ça c'est une certitude. Par conséquent, imprimer de l'argent permet aux membres du gouvernement de continuer à étendre leur pouvoir sans cesse et éventuellement à gagner de l'influence dans des domaines qui n'ont aucune justification. Dans les conditions normales, la contrainte naturelle d'un budget signifie que les gouvernements ne peuvent dépenser que pour les projets les plus vitaux, projets qui ont une chance relativement plus élevée de générer un retour pour les citoyens. Mais la capacité presque illimitée d'imprimer de l'argent, les coûts d'opportunité des dépenses publiques semblent être nuls. Et on voit très bien qu'en effet, si on laisse la possibilité au gouvernement, parce que de toute façon, on ne va pas se leurrer, on sait très bien qu'aujourd'hui, les hommes politiques, les gouvernements sont très très fortement corrélés et ont des relations très très proches avec les banques centrales et les grosses banques finalement du monde entier. Donc il y a vraiment une collusion très importante avec ces différents acteurs-là. Et on sait que de toute façon, c'est pas forcément fait pour le bien commun. Si vous laissez la possibilité à nos élites de pouvoir non seulement nous diriger, nous donner des indications sur quoi faire, ce qui est interdit de faire, etc. et qu'en plus vous leur donnez le plus gros pouvoir, si aujourd'hui vous contrôlez l'argent, vous contrôlez tout, vous contrôlez tous les contre-pouvoirs, les médias, etc. Et donc vous n'avez plus la possibilité finalement d'avoir de vivre véritablement dans une démocratie telle qu'on aimerait l'avoir de notre côté. Cet article il est vraiment intéressant, je ne vais pas vous le lire jusqu'au bout parce que j'avais eu pas mal de personnes qui nous disaient que c'était pas forcément intéressant de simplement lire. L'idée, je vous laisserai le creuser de votre côté, mais à la fin, donc avec tout ce que je vous ai expliqué au début, il explique de toute façon l'auteur à la fin que Bitcoin prend finalement tout son sens derrière, puisqu'on va vraiment séparer la création monétaire des élites et on va vraiment donner ça plutôt à un algorithme, parce qu'on sait que de toute façon, un algorithme le fera toujours mieux qu'une personne qui a la possibilité d'imprimer de l'argent un petit peu comme elle le souhaite. Il y aura toujours des abus et on voit que ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. L'histoire nous montre que ça s'est toujours mal terminé finalement cette impression monétaire, et aujourd'hui le système dans lequel on évolue, on ne sait pas du tout la direction dans laquelle on va véritablement se diriger, avec des taux d'intérêt négatifs, avec un quantitative easing comme ça qui crève les plafonds. Aujourd'hui on est vraiment dans un système qui ne s'est encore jamais vu, bien que on a bien évidemment des exemples d'hyperinflation, etc. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose qui peut bien se terminer dans tous les cas. L'article se termine en parlant de capitalisme zombie, et il parle de capitalisme, il dit que ça semble être utilisé dans des contextes différents ces jours-ci, et qu'il est facile de perdre de vue ce qui signifie réellement. En substance, le capitalisme, il est réellement la préservation et la croissance du capital au fil du temps. C'est le motif qui pousse chaque investissement et propriétaire d'entreprise à vouloir que vos actifs valent plus au fil du temps qu'ils ne l'étaient lorsque vous les avez acquis. C'est l'idée d'utiliser les actifs comme capital plutôt que simplement de les détenir comme richesse à une anomalie historique. Et justement, vous verrez qu'en lisant cet article, dans une économie qui est purement capitaliste aujourd'hui, on est vraiment dans du capitalisme à 100%, toujours essayer de faire de plus de profits possible et de gagner toujours plus d'argent, on comprend tout de suite que Bitcoin prend tout son sens, puisqu'il permet également de protéger les personnes contre l'inflation et contre la dévaluation finalement de leur pouvoir d'achat. Donc si vous avez plus de pouvoir d'achat par la suite, vous aurez également plus de facilité pour pouvoir investir, pour pouvoir finalement développer votre business, etc. Et vous aurez également aussi la possibilité d'accéder au système financier et à l'économie 2.0. C'est ce que vise également à créer Ethereum avec toute la DeFi. C'est pas le but de cette vidéo, mais je vous en ai déjà parlé à de très nombreuses reprises.
entreprises. Alors pourquoi Bitcoin peut être vu comme vraiment un moyen de protestation? Donc comme nous pouvons le voir maintenant, les effets de flux de la monnaie fiduciaire sont pernicieux, dangereux et discrètement dévastateurs pour la majorité de la société. Cela fait de l'inégalité le mot à la mode de l'époque et tout le monde semble avoir une réponse différente sur la façon de la réduire. Mais ces solutions ne se concentrent que sur les effets plutôt que sur les causes. Les gens se mobilisent contre l'inégalité des revenus, le logement abordable et sur les lois sur le salaire minimum, sans aucune idée de ce qui a causé ces problèmes si importants en premier lieu. Et cette cause est le système capitalisme zombie que je vous ai déjà expliqué au départ. Donc afin de combattre la cause de tous ces problèmes, la seule action que nous pouvons prendre pour perturber de manière significative ce système n'est pas de protester dans la rue et de se plaindre à vos amis qui sont déjà d'accord avec vous, c'est de se retirer tout simplement du système qui existe déjà. Et la seule façon de le faire aujourd'hui, c'est d'utiliser le système alternatif au système financier et fiduciaire traditionnel qui est aujourd'hui Bitcoin, qui est une plateforme aujourd'hui totalement indépendante et qui se suffit à elle-même. Et donc à la base, Bitcoin, c'est pas seulement une mode ou un concurrent de PayPal. Bon, ça, je vais pas rentrer dans le détail, ils essayent d'expliquer un petit peu plus ici. C'est vraiment une plateforme de confiance sur laquelle il n'y a pas de restrictions et tous les acteurs peuvent vraiment profiter de l'évolution de cet écosystème tout entier. Il est également déflationniste, ce que je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, et ce qui signifie que son taux d'inflation, il est programmé pour descendre à zéro au fil du temps. Contrairement au système financier traditionnel dans lequel on a une inflation qui va crever les plafonds, on a un autre système, une autre plateforme d'échange, une autre plateforme de confiance qui s'appelle notamment Bitcoin, qui permet d'avoir une inflation qui va être proche de zéro. Comme ça, plus on va avancer avec le temps, plus l'inflation va diminuer. Cela signifie que dans un monde où l'argent est de moins en moins soutenu par le Bitcoin, la valeur de cet argent est à nouveau basée sur un actif réel et tangible. Un atout qui ne peut pas être falsifié ou manipulé, tout comme l'or a été évalué en raison de sa rareté et de sa difficulté à extraire, Bitcoin l'est aussi. Cela rend l'inflation impossible et ça rend l'argent plus susceptible d'augmenter en valeur avec le temps, et bien évidemment il faut qu'il y ait une continuité de la confiance envers cet écosystème. Donc je vous laisserai jeter un petit coup d'œil à cet article, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Si vous avez d'autres idées, d'autres articles que vous aimeriez qu'on voie ensemble et qu'on présente sur la chaîne YouTube, même chose, n'hésitez pas à nous les présenter dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager au maximum la vidéo autour de vous pour nous aider à nous faire connaître, et c'est vrai que ça nous aide énormément et ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!